Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Notariat, les réformes initiées par le chef de l'État sont au cœur du 38e congrès des notaires. La rencontre s'est ouverte ce matin à Dakar autour d'un thème qui intègre le foncier et le numérique. Notre invitée ce soir est justement la présidente de la Chambre des notaires, maître Aïssatou Sow Badiane. Ce 1er octobre, jour de rentrée pour le personnel enseignant et administratif, retrouvailles et préparatifs pour le démarrage effectif des cours dès la rentrée des élèves. À Thiaroye, à Guédiawaye et à Saint-Louis, beaucoup d'écoles sont prêtes pour faire du concept Ubité Diangte une réalité. Par contre, d'autres établissements sont encore envahis par les eaux et les herbes. Le point dans ce journal. Et c'est devenu une tradition. Le 1er octobre lance la campagne de sensibilisation sur le cancer. Cette année, Octobre Rose coïncide avec le début de la gratuité de la chimiothérapie pour le cancer du sein et du col de l'utérus. L'impact de cette politique dans la lutte contre les cancers féminins expliqué dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le chef de l'État, Macky Sall, a procédé ce matin à l'ouverture du 31e congrès des notaires africains qui se tient à Dakar. Le thème intègre le foncier et le numérique. En appréciant le rôle prépondérant du notaire, le président Macky Sall a rappelé les réformes qu'il a initiées en cohérence avec les concepts soulevés par le thème. Compte rendu au Maninga. Le congrès regroupe 19 pays, membres de l'Union internationale du notariat. La présence du chef de l'État à ce rendez-vous est une preuve de l'importance qu'il accorde à la profession. Le témoignage de la Chambre des notaires du Sénégal est éloquent. Excellence, Monsieur le Président de la République, je sais votre engagement pour la défense de notre droit et du notariat. Je connais votre courage et votre talent dans ce domaine. Vous en avez administré maintes fois la preuve. En effet, pour illustrer mon propos, lorsqu'on a recommandé la suppression de l'intervention obligatoire du notaire pour la constitution de sociétés commerciales, vous avez dit non à cette déréglementation. À Dakar, les notaires d'Afrique réfléchissent sur 3 concepts: déjudicialisation, foncier et numérique. Ainsi, résumé, le thème prend la mesure des enjeux d'un monde en pleine mutation. Nous, notaires, faisons le pari d'ouvrir une autre voie pour aborder les questions foncières. Une voie non contentieuse, une voie qui, de notre point de vue, a l'avantage de rompre avec les mécanismes traditionnels de règlement du conflit. Le thème est pertinent. Le chef de l'État est d'autant plus convaincu que les concepts développés sont en cohérence avec les réformes qu'il a engagées depuis son accession au pouvoir. C'est tout le sens du décret 2014-1653 relatif à la médiation et à la conciliation. Il s'agit aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'entrevoir le rôle que le notaire peut jouer comme acteur prépondérant du processus de règlement extrajudiciaire des différends à travers une déjudiciarisation accrue comme procédé permettant d'éviter le règlement du litige par le juge. Quant au foncier, il demeure au cœur de notre politique de développement économique et social. Cependant, son statut juridique hybride, marqué par la coexistence de terres immatriculées et une grande majorité des terres non immatriculées, pose problème. Je peux même dire qu'au Sénégal, l'essentiel des alertes que je reçois au quotidien sur les risques de conflit viennent à plus de 90% du foncier. Il convient dès lors de tenir compte du potentiel économique des terres non immatriculées afin d'envisager un nouveau droit d'usage auquel pourraient être attachés des droits réels sécurisés. C'est dans cette perspective que j'ai fait voter la loi 2017-21 du 15 juillet 2017
autorisant la cession à titre gratuit des terrains domaniaux à usage d'habitation. Enfin, en ce qui concerne le numérique, vous ne perdez pas de vue les profondes mutations de l'exercice de votre activité dans une société marquée par la transformation digitale intégrale. C'est ainsi que les services du notaire peuvent être sollicités, quel que soit le lieu où se trouve la personne qui les requiert. Cette préoccupation, mesdames et messieurs, est bien prise en compte dans le plan Sénégal émergent qui positionne le numérique avec la stratégie Sénégal numérique 2025 comme un accélérateur de croissance et d'emploi, mais également comme un levier d'entraînement des autres secteurs de l'économie. Le président de la République a rappelé le rôle d'avant-garde du notaire qui met ce dernier dans une posture de conseiller. Je souhaite que dans vos délibérations, vous ne soyez pas inhibés. Faites toutes les propositions qui permettent à nos sociétés d'avancer. Il est temps qu'au Sénégal, les notaires puissent prendre en charge en effet les aspects liés à l'état civil, au mariage, au divorce. Il est tout aussi important, Madame la Présidente, j'ai bien entendu votre appel pour le privilège de juridiction, ce qui me paraît tout à fait normal. Et je voudrais à ce propos inviter le garde des Sceaux à intégrer dans la toute prochaine révision du Code de procédure pénale ces dispositions qui devraient permettre aux notaires du Sénégal de marquer, dans le statut des notaires, de faire des avancées. Le chef de l'État a lancé un autre message aux notaires, les invitant au respect des textes qui font obligation de domicilier les fonds détenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions à la Caisse de dépôt et de consignation. Pour le reste, il a félicité les notaires d'Afrique et du monde en souhaitant que les recommandations de ce congrès accompagnent les États dans la pacification des relations sociales. Alors, comme annoncé en complément de ce reportage de Omar Nying que nous venons de voir sur le congrès des notaires, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Aïssatou Sow Badiane, présidente de la Chambre des notaires du Sénégal. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci de nous avoir invités. Alors, quel complément d'information sur le thème abordé au cours de ce congrès que nous venons de voir tout à l'heure avec Omar Nying? Merci de me donner donc l'opportunité de parler du thème de notre congrès. Cette année, nous allons réfléchir, nous, notaires africains, sur le thème qui se décompose en 3 sous-thèmes. Nous allons parler de déjudiciarisation, nous allons parler de foncier et nous allons discuter de numérique. Tout ça pour arriver à produire des recommandations pour les gouvernants et nos chancelleries respectives en vue de faire évoluer la pratique notariale dans ces 3 domaines. Et vous avez beaucoup parlé de réformes au cours de ce congrès également. Quelle priorité par rapport à ces réformes que vous avez abordées? Alors, à l'issue de ce congrès, comme je vous le disais, nous allons produire des recommandations qui vont obligatoirement faire prendre des réformes. Il y a les recommandations qui vont aller dans le sens du foncier, qui permettront de réformer certains articles du Code des obligations civiles et commerciales, parce que vous savez, la matière notariale, et en ce qui concerne le foncier, est réglée et par le Code des obligations civiles et commerciales et par la loi foncière. Mais la réforme que nous voulons faire engager concerne la modification du Code des obligations civiles et commerciales. Revenir un peu sur la portée de ce congrès qui est ouvert aujourd'hui à Dakar. Et justement, c'est la 4e fois que l'on organise cette rencontre à Dakar. Pourquoi le choix de la capitale et la portée de ce congrès? Alors, le congrès, c'est le grand rendez-vous annuel des notaires d'Afrique. Le congrès est organisé depuis 31 ans et c'est la 4e fois que le Sénégal accueille le congrès. Cela prouve le dynamisme et l'engagement des notaires sénégalais pour faire évoluer leur profession.
Vous avez également entendu l'appel du chef de l'État par rapport à la prise en charge de certaines questions. Qu'est-ce que vous apportez comme réponse par rapport à cet appel du chef de l'État? Et cet appel a été bien entendu. Et si nous organisons ce congrès, c'est parce que nous voulons produire de la réflexion qui permettra aux dirigeants de prendre les mesures idoines dans l'intérêt des usagers du service public de l'authenticité. Dans cette dynamique, quels sont les autres résultats qui sont attendus à l'issue de cette rencontre? Alors, ce qui est attendu, dans un premier temps, c'est l'élargissement de la matière, de l'assiette. Aujourd'hui, il est possible de créer des emplois. Les notaires sont installés un peu partout à l'intérieur du pays. Mais il est très difficile pour un notaire de Matam, je pense à mon confrère de Matam, de travailler parce qu'il n'y a pas beaucoup de terres immatriculées. Vous savez, par exemple, en matière de transactions immobilières, les notaires n'interviennent que sur la partie immatriculée. Donc aujourd'hui, étendre la compétence du notaire, même sur les parties non immatriculées, permettrait d'augmenter l'assiette et de promouvoir l'emploi. Cela nous amène justement à parler du rôle du notaire. On dit souvent qu'ils sont chers, ils ne sont pas accessibles. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que tous les notaires sont privés ou bien vous avez une part dans le public aussi? Alors, les notaires sont chers, ça c'est ce que les gens disent tout le temps. C'est vrai que nous percevons, en plus de ce qui nous est payé au titre de notre prestation, ce que nous appelons nos émoluments, nous percevons les droits et taxes qui doivent être versés à l'État. Mais quand une profession est tarifée, comme le nôtre, ça veut dire que nous ne pouvons pas fixer nous-mêmes le montant des émoluments qui nous sont payés. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le notaire est cher. Donc, c'est quelque chose, c'est une question sur laquelle on réfléchit et il faut qu'on arrive à expliquer aux populations que la sécurité n'a pas de prix. Alors, rappelez-nous le nombre de jours que le congrès va durer à Maître Aïssatou Sow Badiane. Le congrès a démarré aujourd'hui par la cérémonie officielle d'ouverture et nous continuons notre réflexion sur 4 jours. Elle se terminera le vendredi 4 octobre. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre secteur d'activité? Oui, absolument. La parité est parfaite dans notre profession. Nous sommes à 50-50. Et c'est la première fois aussi qu'on voit une femme diriger la Chambre des notaires depuis l'existence de cette Chambre des notaires depuis en 1982, c'est cela? Absolument. C'est la première fois qu'une femme dirige cette Chambre et nous espérons apporter la touche féminine à ce mandat. Merci beaucoup, Maître Aïssatou Sow Badiane, d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite une bonne suite de vos activités du Congrès des notaires africains à Dakar. Je vous remercie pour votre invitation. Dans la suite de l'actualité, le secteur privé national ne bénéficie que de 33% des marchés, trop faible selon le club des investisseurs sénégalais. Il souhaite que le secteur privé soit majoritaire dans l'octroi des marchés par l'État. Le club des investisseurs a été convié à une rencontre par le ministre des Infrastructures. Compte rendu Rougui Atouba. Le ministère des Infrastructures a créé ce cadre d'échange avec le club des investisseurs sénégalais, une démarche pour être à l'écoute du secteur privé qui demande une plus grande implication dans la réalisation des infrastructures. Il arrive, à travers le code des marchés publics par exemple, qu'on mette un certain nombre de conditionnalités qui font que malgré notre volonté, malgré notre expertise et notre expérience, nous ne pouvons pas exécuter certains marchés. Et c'est là où l'État doit devenir un partenaire. C'est l'État qui doit aider le secteur privé national à être un peu plus fort, à faire une sorte de préférence nationale. C'est l'État qui a la capacité de changer le contenu du code des marchés pour pouvoir attribuer à ces champions nationaux une part importante. Aujourd'hui, les statistiques seraient peut-être autour de 33%. 33%, c'est très peu. Le secteur privé national doit être majoritaire dans l'octroi des marchés au Sénégal. Le club des investisseurs compte sur l'appui de l'État pour avoir un secteur privé national créateur de richesses et d'emplois. Son plaidoyer est entendu. On peut améliorer leur implication. On peut améliorer leur implication pour rendre notre croissance plus forte, plus dynamique, plus inclusive. Nous y travaillons et je pense que ça, c'est un premier jalon qui est posé. Nous permettre de réfléchir pour les impliquer davantage, pour leur donner plus de place dans cette trajectoire de croissance et dans cet élan de construction de notre pays. Et je pense que les idées ici sont des idées tout à fait positives qui devraient nous permettre demain d'avoir d'autres formes
de discussion, d'échange, mais aussi d'autres méthodes d'impliquer davantage et très fortement notre secteur privé. Le ministère des Infrastructures et le Club des investisseurs sénégalais ont aussi échangé sur la loi sur le contenu local, une loi qui n'aura d'impact sur l'économie que si les acteurs s'accordent sur la définition de l'entreprise sénégalaise, selon le Club des investisseurs. La zone industrielle de Diamniadio a bien démarré un projet en marche. C'est la conviction du président du MEDEF Afrique de l'Ouest qui a visité avec une délégation d'une quarantaine d'entreprises le site. Les visiteurs ont eu droit à une présentation des technologies et des productions diverses du parc et du domaine industriel de Diamniadio. Aramdaoua. C'est un parc industriel à plein régime qui s'ouvre à la délégation du MEDEF, symbole d'une industrialisation en marche. Cette zone économique spéciale étale toute la diversité de ses productions. Nous avons eu à voir l'usine de fabrication des tenues de sport destinées à l'exportation, avec près de 500 jeunes filles qui sont en train de faire la confection. Et aujourd'hui, on se réjouit d'avoir le Made in Sénégal dans les rayons à New York. L'usine de Galion, qui faisait de l'emballage en exportation vers le Sénégal, s'est installée également au Sénégal et nous l'avons visitée. La palette est large et concerne aussi des technologies de pointe. Fabrication de cartes biométriques, de tricycles ou encore de panneaux solaires. Le parc industriel de Diamniadio a déjà pris son envol et de l'autre côté, le domaine industriel est en train de lui emboîter le pas. L'unité qu'on a visitée, qui est une unité de confection de nattes, de cordage et également d'autres produits électriques, vous avez vu, cette unité à elle seule regroupe plus de 500 personnes. Et travaille 24 heures sur 24 en poste. La réalité est que en fait, le domaine industriel est en grand décollage et les usines que vous voyez tout autour qui sont en train de s'installer ou de lancer leur production feront l'objet bientôt d'une inauguration par son Excellence Monsieur le Président de la République. La visite de ces deux zones industrielles conforte l'engouement de la délégation conduite par Bruno Metling. J'accompagnais une délégation de plus de 40 entreprises qui ont décidé soit d'investir, soit se sont installées, soit sont sur le point de le faire, d'entreprises françaises dans le cadre de la nouvelle coopération qu'on a souhaité développer, qu'on appelle une partenariat équilibré avec nos collègues du secteur privé sénégalais. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'avoir une visite exceptionnelle qui nous a absolument convaincus que ce projet n'est pas un projet futuriste, il est en cours, il a démarré. Et on a vu en quelques minutes des entreprises extrêmement diversifiées. On a vu des entreprises de confection, on a vu des entreprises de très haute technologie qui fabriquent les cartes bancaires et autres produits sur support magnétique. On a vu des entreprises d'emballage du dernier cri avec des technologies et des robots incroyables. Avec des activités industrielles, des projets immobiliers et des sphères administratives, Diamniadio a fini de prendre des formes d'une ville nouvelle, une ville qui aujourd'hui séduit la délégation du patronat français. Et puis cette autre information, la vente du pain va être régulée. Elle ne se fera plus n'importe où et n'importe comment. L'État et les acteurs de la filière s'accordent sur l'urgence d'assainir et de réglementer le secteur. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil national de la consommation présidée ce matin par le ministre du Commerce et des PME. Compte rendu, Louis-Philippe Sagna. Plusieurs rencontres ont été initiées pour trouver des solutions définitives. Ce Conseil national est la suite logique d'une volonté commune d'assainir et de réglementer la filière boulangère. Le pain, ce n'est plus un problème de prix de farine ou de prix du pain, mais c'est un problème d'assainissement. Les nouveaux arrêtés et nouveaux décrets vont permettre aux boulangers d'avoir vraiment des outils pour pouvoir gagner dignement et légalement le fruit de son travail. Rassurer les boulangers, la tutelle en a fait son credo. Seul un engagement fort de part et d'autre pourrait apporter des résultats, dit-on. Nous sommes parvenus à un consensus autour des textes pour assainir le secteur.
Et dès que ces textes seront validés par les plus hautes autorités, ils feront l'objet d'une application rigoureuse. Du pain, mais de qualité, avec le respect des normes d'hygiène et de commercialisation. Il n'est plus acceptable pour assurer la sécurité alimentaire du consommateur de vendre le pain n'importe où, n'importe comment. C'est pourquoi nous avons invité d'ailleurs les acheteurs de consommateurs à mieux avoir une autre perception par rapport au rôle qu'ils doivent jouer par rapport à la sécurité des Sénégalais. C'est pourquoi nous avons insisté sur ce phénomène pour que la vente du pain se vende dans les boulangeries, au niveau des kiosques, mais surtout au niveau des boutiques à mélanger. C'est une préoccupation légitime. L'État reste toujours engagé pour que ce pain soit vendu dans les boulangeries et dans les prolongements de la boulangerie, à savoir donc les kiosques. Mais nous voudrons surtout engager les boulangers à mettre en place ces kiosques pour permettre aux consommateurs de pouvoir accéder facilement au pain. Tous trouver des solutions durables, un débat ouvert qui a permis aux meuniers, boulangers et consommateurs de s'accorder sur la nécessité de poursuivre les échanges afin que cette denrée précieuse suscite plus d'appétit que de discorde. En marge de rencontre, la ministre du Commerce a également réagi sur la mise en application des valeurs de correction et la dématérialisation. C'était la pompe de discorde entre la douane et l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Voici à ce propos Assom Aminata Diatta au micro de lui, Philippe Sagna. C'est une organisation qui a été créée récemment et que nous avons découverte suite à leur mot d'ordre de grève. Donc pour dire qu'il n'y avait pas de concertation antérieure avec le département du commerce. Néanmoins, quand nous avons vu que ce sont des commerçants et que ce sont également des personnes qui doivent travailler avec le ministère, nous les avons reçus pour discuter avec eux afin de voir, de comprendre beaucoup plus leurs problèmes et de voir comment y apporter des solutions. Et au cours des discussions, il est apparu que le problème crucial, c'est l'application des valeurs de correction. Et alors, nous avons pu entrer en contact avec notre collègue du ministère des Finances qui a eu l'amabilité de les recevoir. Et donc, des discussions sont engagées avec ce ministère, tout en rappelant que la dynamique enclenchée par le ministère le gouvernement du Sénégal en termes de réforme sera maintenue, mais on tiendra compte des problèmes que rencontre le secteur informel qui a besoin d'un accompagnement. Dans l'actualité, également rentrée des classes 2019-2020, le personnel enseignant et administratif a repris le chemin de l'école ce 1er octobre. Dans la plupart des établissements visités, ils ont répondu à présent une matinée de retrouvailles et de préparation pour le démarrage effectif des cours dès la rentrée des élèves. On fait le point avec Massamba Thian. École privée Khadim Rassoul de Castor aux premières heures de la matinée. La reprise démarre par la réunion de rentrée des personnels. Les locaux sont déjà propres pour accueillir les élèves ce jeudi 3 octobre. Les ouvriers sont en train de faire les dernières retouches. Quand vous entrerez dans les classes, vous verrez que toutes les tables ont été installées, les murs ont été repeints, les tableaux ont été également repeints. Et les emplois du temps ont été distribués aux professeurs et nous sommes fin prêts pour le démarrage des cours. Après Khadim Rassoul, cap sur le groupe scolaire Amadou Ibrahim Seck. Ici, la majorité du personnel a répondu présent. Quelques coins à nettoyer rapidement et le matériel pédagogique à mettre en place pour le démarrage effectif des cours le 3 octobre prochain. Pour la rentrée, on est à peu près prêt à 95%. Le matériel aussi, ce n'est pas encore disponible parce que en général, chaque année, à ce moment de l'année, le maire et les partenaires venaient en appoint. On espère que d'ici jeudi ou bien demain, peut-être que tout sera au point. Nous sommes là pour remplir notre mission. Il y aura toujours la motivation, quel que soit Alpha. On est là pour ça, donc tout le temps aussi on est motivé. Dernière étape de la visite, le lycée d'application Thierno Seydou Nourou Tall. Ici, la prise en main a commencé par l'Assemblée générale de la rentrée. Dans la cour de l'école, les opérations de pompage et de nettoyage se poursuivent. L'école fait sa toilette. Pour un démarrage des cours, il faut des locaux
qui puisse accueillir et les élèves et les professeurs. Si vous faites un tour au lycée, vous verrez qu'en ce moment, les pompiers sont sur place. L'UCG a déjà emporté beaucoup d'ordures et nous sommes en train de continuer de nettoyer. Il faut toujours plus nettoyer pour mieux accueillir les enfants d'abord, leurs professeurs ensuite. Mais nous remercions Dieu d'avoir permis que nous soyons là aujourd'hui. Tout le monde est là, il y a une ambiance de retrouvailles. C'est toujours un honneur et un plaisir de retrouver ses pairs. Dans la plupart de ces établissements visités, la contribution des comités de gestion et celle des parents d'élèves est déterminante. Une grande synergie qui devrait faciliter le démarrage des cours dès le jeudi prochain pour atteindre le quantum horaire annuel. À Saint-Louis également, le personnel administratif et enseignant a repris le chemin de l'école après 3 mois de vacances. C'est le constat au lycée Charles de Gaulle et André Pétavant. Pareil dans les établissements élémentaires de la ville. Si dans certaines écoles, tout est fin prêt pour démarrer les cours le 3 octobre, ce n'est pas le cas dans d'autres où l'heure est encore au désherbage. On fait le point avec notre correspondante Diana Badia. À Saint-Louis commune, les enseignants ont regagné ce matin leurs établissements respectifs. Au lycée Charles de Gaulle, le personnel enseignant estimé à 100 a répondu présent. Le personnel enseignant est là depuis 8 heures. Donc on est en train de s'acquitter aux préparatifs pour que la rentrée soit effective le 3 octobre. Même ambiance au lycée André Pétavant où la reprise fait l'objet d'une assemblée générale, une AG qui permet de dresser le bilan de l'année écoulée pour mieux se préparer. C'est la même chose chaque année. C'est d'abord le bilan pédagogique, le bilan financier, le bilan avec les différents projets qui sont au niveau du lycée. Et après, les perspectives pour l'année 2019-2020 et suit les questions diverses. La rentrée des élèves est prévue le jeudi 3 octobre. Cependant, le démarrage des cours risque de connaître quelques retards au niveau de certains établissements. Jeudi, vendredi et samedi, ces 3 jours seront réservés aux inscriptions et l'effectivité des cours, parce que les profs sont là, aura lieu donc le lundi prochain. Tout n'est pas encore prêt pour le moment parce que la désinfection n'a pas été encore faite. C'est un autre scénario qui prévaut dans les écoles élémentaires. Ici, à l'école élémentaire Makodou Ndiaye, où tout est en place, le concept Ubitei Diangetei sera une réalité. Tout le personnel était là ce matin. Donc, ils se sont présentés. J'ai remis à chacun sa liste et ses fournitures. Tout est fin prêt ici à l'école Makodou Ndiaye. Les salles ont été nettoyées, désinfectées. Les tables bancs aussi sont sur place et en bon état. Donc, j'ai fait le tour hier. Donc, tout est là pour le Ubitei Diangetei en tout cas. Khayarbeng, une autre école élémentaire qui s'inscrit dans la même dynamique. À Saint-Louis, aucune école n'est inondée. Pas même le lycée Charles de Gaulle. C'est en partie grâce au système d'évacuation d'eau pluviale. À présent, on tourne dans quelques écoles de Thiaroye. Dans la majorité des écoles visitées, enseignants et personnel administratif ont répondu présents ce 1er octobre. Par contre, certains établissements sont encore envahis par les eaux. Et l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiaroye a visité quelques écoles. Reportage, Lamine Touré. Une équipe pédagogique qui s'affaire autour des derniers réglages. C'est à l'école élémentaire Massin Diagne. Près de là, un collège, pas des moindres, au CEM Diawar Diagne, les professeurs relaxent, prennent du thé. La rentrée administrative et du corps enseignant est une réalité ici, comme l'indique le responsable de l'établissement. Les emplois de temps sont disponibles, la liste des élèves dans les classes sont disponibles. Le petit matériel, tout est disponible. Aussi, nous avons constaté que le personnel est déjà sur place, le personnel est prêt. Les directeurs et chefs d'établissement ont commencé à mettre à disposition les outils qui permettraient aux enseignants de démarrer. C'est d'abord ici, à l'inspection d'académie de Pikine et de Guédiawaye, que tout est parti pour cette immersion au cœur de Thiaroye. Nous suivons pas à pas l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Sur le terrain, tout le monde s'y met pour planquer le décor de cette première journée
de rentrée. Vous avez vu le président du parent d'élève, vous l'avez vu à l'œuvre, il est là, il nettoie les salles de classe, il a mobilisé une équipe et tous les parents d'élèves sont là autour de lui. À l'école Thiaroye-Gare 1B, la situation est tout autre. Le bureau du directeur de l'école est en plein air. Les locaux sont inondés. Vous savez, l'école Thiaroye-Gare 1B est construite dans une cuvette. Donc, ce qui fait que la nappe phréatique affleure le sol au point que plus on tire, plus l'eau rejaillit. Sam 3 conforte le contraste. Ici, le directeur de l'école et l'IEF n'ont que leurs yeux pour constater les faits. Là où il y a de l'eau, on a des stratégies pour délocaliser, pour que les élèves démarrent. Et la bonne nouvelle aussi, cette année, nous avons un collège nouvellement construit par le projet ADEM Dakar, avec 25 classes physiques, vraiment une structure moderne à étage, qui va quand même enrichir la carte scolaire du département. Devant l'ampleur de la situation, la mairie de Diamaguène Sicap Mbao s'investit pour accompagner l'école. Une enveloppe de 11 millions a été dégagée. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la mairie va mettre à disposition des écoles, donc des élèves, des cahiers, des entrants pédagogiques aussi, de la craie, des règles plates, des riches d'appel pour les enseignants, mais aussi des sacs. Donc tout ça, c'est un dispositif qu'on a pris pour véritablement accompagner les parents et que dès la rentrée, la première jour de rentrée, que les enseignements apprentissages puissent démarrer correctement dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Il y a quelques semaines, plus de 54% des écoles de la circonscription étaient dans des eaux. Aujourd'hui, la plupart sont fonctionnelles et le concept Ubitei Djangetei peut bien se dérouler. Et l'IEF de Guédiawaye aussi a fait le tour de quelques écoles de la commune, une manière de constater l'effectivité de la rentrée des enseignants et du personnel administratif. Reportage Ibrahim Dong. Ils sont déjà dans le bain. Les élèves orientés en classe de 6e sont d'attaque pour commencer la nouvelle année académique. Dans la cour, ils sont presque les seuls. Vous voyez qu'ils sont très intéressés, vous voyez qu'ils viennent de l'élémentaire et qu'ils sont pressés de retrouver leur collège. On a parlé avec les parents, on a organisé un forum pour les sensibiliser, pour que les élèves viennent. Et c'est un environnement prêt à les accueillir que l'on découvre. Dans les 2 blocs du CM Joseph Correa de Guédiawaye, le visiteur est forcément séduit. Fin prêt pour un démarrage effectif des enseignements-apprentissages le 3 octobre à 8 h. Ce qui veut dire que toutes les conditions sont réunies et que le concept Ubitei Djangetei sera bien appliqué par les autorités. Ce matin, l'IEF de Guédiawaye a un programme chargé. Faire le tour de plusieurs établissements scolaires en cette première journée de la rentrée administrative. Cette journée va leur permettre de préparer la rentrée pédagogique qui va accueillir les élèves à partir du 3 octobre. Je dois rappeler avec beaucoup de satisfaction qu'ils ont respecté les instructions que nous avons bien transmises de M. le ministre de l'Éducation nationale, de tout mettre en œuvre pour que dès le 3, que les cours et les enseignements-apprentissages démarrent. La note est claire. Démarrage des cours dès le 3 octobre. Si aujourd'hui les écoles sont praticables, c'est grâce au concours de tous les acteurs. Nous avions une tradition avec les maires de communes de tenir ce que nous appelons la réunion de l'équipe inclusive, dans laquelle nous recevions les chargés d'éducation des maires, où nous répartissions le travail à travers un document succinct que nous appelons plan d'action Ubitei Djangetei. Dans ce plan d'action, chaque maire nous dit ce qu'il compte faire pour mettre à disposition les infrastructures. Une initiative qui a porté ses fruits dans le département. Reste maintenant à appliquer la directive, c'est-à-dire Ubitei Djangetei. Voilà donc le point sur la rentrée du personnel enseignant et administratif ce 1er octobre.
Réunion du comité de pilotage pour la validation de la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes et des filles. Il s'agit d'un nouvel outil de cadrage des politiques destinées à l'autonomisation des femmes et à l'égalité des sexes. Une rencontre présidée par la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre et de la protection des enfants également, compte rendu à Pape Bounachao. Cette rencontre consacre des réflexions et des échanges de haut niveau pour la validation de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes et des filles. Véritable force motrice du développement, le épanouissement nécessite la mise en place d'instruments adaptés. Nous accordons une attention particulière à cette stratégie qui offre de réelles opportunités pour rendre effectifs les droits économiques des femmes. Nous accordons également une attention particulière aux conclusions de cette rencontre. Ces conclusions qui, nous en sommes certains, aideront à identifier des mécanismes et des outils pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'autonomisation économique des femmes. Vraiment, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur le système des Nations Unies. Le document qui sera proposé à la suite des travaux sera un référentiel d'optimisation du potentiel d'initiative des femmes et des filles, mais aussi de leur capacité de production. Lors des forats tenus dans plusieurs circonscriptions, il est resté souvent que même si la loi sur la parité était en train d'élever le niveau de participation politique des femmes, les inégalités de genre au plan économique restent encore tenaces parce que nourries par des entraves structurelles, des pratiques et des préjugés. La SNAEF s'assigne comme objet de lever les obstacles entravant ou réduisant l'accès des femmes aux opportunités économiques et de les repositionner dans un espace juste et équitable de production, de gestion et d'échange des biens et services. La stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes et des filles était une doléance commune à toutes les organisations de femmes du pays. Désormais, elles seront plus outillées pour prendre en charge la question de leur autonomisation. Santé, comme chaque 1er octobre, la campagne d'information et de sensibilisation sur les cancers féminins est lancée. Cette année, Octobre Rose coïncide avec le début de la gratuité de la chimiothérapie pour les cancers du sein et du col de l'utérus. En plus, une subvention d'1 milliard de francs CFA par an de la part de l'État du Sénégal va aussi impacter positivement la lutte contre les cancers de manière générale. On fait le point avec Ramatadem. Cette gratuité des anticancéreux, les femmes en ont longtemps rêvé. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité grâce à la subvention d'1 milliard de francs CFA annuel de l'État. Nous sommes très contentes, les médicaments sont chers. Je ne travaille pas, c'est ma famille et mes enfants qui m'aident à acheter les médicaments. C'est une maladie qui fait peur. C'est la chimiothérapie qui m'aide à supporter la maladie. La chimiothérapie aide à nous sentir mieux. Par 15 jours. Des médicaments à 120 000 francs achetés chaque 15 jours, c'est pas facile. Une gratuité qui pourrait même aider à avoir de meilleurs résultats grâce à un calendrier de chimiothérapie plus respecté. Et une bonne nouvelle pour nos patients qui souffrent de cancer. La chimiothérapie est chère de telle sorte que nos patients ne respectent pas leur rendez-vous. S'il y a cette gratuité, ça serait excellent. On aura de très bons résultats parce qu'il n'y aura plus de retard par rapport aux médicaments. Les cancers féminins sont concernés par cette gratuité, mais d'autres cancers pourront bénéficier de la subvention de l'État. C'est le cancer du sein, qui est le premier cancer de la femme, et le cancer du col de l'utérus. Les cancers de l'enfant, la majorité des médicaments utilisés est disponible dans la chimiothérapie classique, que ce soit la doxorubicine, la vincristine, en tout cas la majorité des molécules seront gratuits, ce qui fait que ça constitue 60% des protocoles utilisés. Les hommes n'ont pas été oubliés parce que le cancer de la prostate métastatique a besoin de chimiothérapie quand elle est hormonorésistante, quand elle ne répond plus à l'hormonothérapie. Bien, pour cette chimiothérapie, elle sera totalement gratuite. Donc 100% des cancers de prostate métastatiques qui ont besoin de chimiothérapie seront pris en charge gratuitement par la chimiothérapie.
Les autres cancers, que ce soit les cancers de l'ovaire, les cancers du poumon, que ce soit les cancers hématologiques, la majorité des médicaments qui sont utilisés seront gratuits. Ce qui fait que 60% des cancers seront gratuits. Ceci représente environ plus de 2600 malades par année. Pour le moment, les thérapies gratuites sont présentes dans les structures ciblées à partir de ce 1er octobre. Cette gratuité concernera les hôpitaux de l'hôpital général de Grand Yoff, l'hôpital de l'Aljam, le Centre national de transfusion sanguine, l'hôpital de Fann, l'hôpital principal, le service de maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec, l'Institut du cancer de l'hôpital Aristide Le Dantec, les services d'oncologie pédiatrique Aristide Le Dantec et l'hôpital régional de Thiès. D'ici quelques jours, voire un mois, une équipe d'experts sera déployée sur le terrain pour une évaluation du système de gratuité de la chimiothérapie, voir s'il est fiable et y apporter des réajustements si besoin est. Santé, toujours dans le cadre des concertations sur la gestion des urgences entamées hier. Nous nous intéressons au centre médico-social de l'aéroport international Blaise Diagne. Une équipe du SAMU national est en permanence sur place pour gérer les urgences. Notre équipe a assisté à une intervention. Elle nous présente ici le dispositif Oumoukal Somsal. Service des urgences de l'aéroport international Blaise Diagne, Dr Sall assure la permanence médicale pour 24 heures. Il est 15h30, elle reçoit un appel. Au terminal des départs, une voyageuse a besoin d'assistance. Le médecin et 2 infirmiers se rendent sur place immédiatement. En fait, ça c'est le lot quotidien. Donc, c'est une dame donc, qui voyageait et elle a fait un petit malaise. Bon, heureusement, le SAMU a été rapidement informé parce qu'on a également dans le dispositif ce qu'on appelle des SIAP. C'est des secouristes. Là, c'est eux qui font en fait le relais entre le passager et la structure médicale d'intervention. Donc, le SIAP a rapidement informé le médecin de garde. Et ils sont allés intervenir. Et heureusement, il y a plus de peur que de mal parce que c'était juste un malaise sans conséquence. Donc, la personne a pu reprendre quand même son vol. Ce genre d'intervention, le service médical en effectue une dizaine en moyenne chaque jour dans un espace où des milliers de personnes transitent quotidiennement. Ce volet n'est pas à négliger. Un aéroport, c'est des va-et-vient continus. Et parmi les critères de choix d'un aéroport, il y a le critère de sécurité médicale. Donc le passager, quand il passe ou quand il doit transiter dans un aéroport, il doit quand même s'assurer que s'il fait un malaise, il peut être secouru. Donc dans ce cas, on a une convention avec le SAMU national, qui est une référence en matière de sécurité, de gestion des urgences. Parfois, certains cas nécessitent une mise en observation. La plateforme aéroportuaire dispose de 2 ambulances et d'un service médical équipé. Il y a également un centre médical équipé avec du matériel donc de dernière génération qui constitue aussi un point très important dans le dispositif, dans la mesure où les passagers qui doivent être stabilisés ou bien qui sont dans l'attente de leur vol ou bien qui attendent qu'on vienne les récupérer pour les amener dans une autre structure. Donc ces passagers peuvent être pris en charge là-bas et dans de très bonnes conditions. La gestion des urgences à l'aéroport a cette particularité qu'elle nécessite un diagnostic rapide. De cette évaluation dépendra la décision du médecin d'autoriser le patient à effectuer le voyage ou à rater le vol. Nous terminons ce bloc santé avec cette coalition des acteurs de la santé pour améliorer la prise en charge sanitaire à Dakar. C'est le souhait émis par le gouverneur de la région. Il a visité chez de nombreux centres de santé de la capitale et à sa banlieue. Une attention particulière a été accordée au bloc opératoire qui, pour l'essentiel, ne marche pas, nous dit Oumar Diaw.
D'un Ngor Almadies à l'ouest de Dakar à Rufisque à l'est, ce ne sont pas moins d'une douzaine de centres de santé qui ont été visités. La délégation du gouverneur, accompagnée du médecin-chef de région, est venue particulièrement s'enquérir de la situation des blocs opératoires. Médecin-chef de région, gouverneur du ministère de la Santé. Ensemble, on a décidé de venir voir le terrain, l'état des blocs. Pourquoi on en arrive à des évacuations de femmes malades. Évacuées. Manque de personnel qualifié et de certains équipements, le diagnostic a aussi révélé d'autres maux. Suite à ces pluies diluviennes, on commence à se rendre compte que l'étanchéité est plus ou moins problématique. Il nous faut de matériel de stérilisation. On n'a pas encore installé l'autoclave. Boo amul gynécologue obstétricien, boo amul pédiatre mooy kii faj xale bi bu juddoo. Quand on n'a ni gynécologue, ni pédiatre, ni anesthésiste, alors le bloc ne peut pas fonctionner. L'une des solutions est de mutualiser les efforts et de renforcer certaines structures en personnel et en matériel. Si aujourd'hui on arrivait à faire fonctionner ces blocs opératoires pour un département qui fait en moyenne presque 1 million d'habitants, vous conviendrez avec moi que ce sera quand même une véritable bouffée d'oxygène. Et pourquoi pas une coalition des acteurs du secteur? Une coalition des intervenants en santé dans la région de Dakar pour leur permettre d'apporter leur concours afin que les difficultés notées au niveau d'un certain nombre de centres de santé soient prises en charge. Les conditions météorologiques contraignantes n'ont pas bridé l'élan de la délégation. Des recommandations fortes seront faites au niveau central pour faire fonctionner les blocs chirurgicaux au profit des malades. Rideau sur la deuxième édition du Forum de la diaspora sénégalaise au Maroc. Dans les échanges, il a été beaucoup question de la mise en place du bureau d'appui aux Sénégalais de l'extérieur base. D'autres préoccupations des Sénégalais de la diaspora ont été également abordées. Envoyé spécial au Maroc, Philomène Constance Diagne. Les débats ont été parfois houleux, mais l'intérêt en commun de se concerter finissait toujours par prendre le dessus. Sans langue de bois, les Sénégalais résidant au Maroc ont soulevé plusieurs questions qui leur tiennent à cœur devant une représentation gouvernementale toute huie. Ça fait pour nous un double succès. Celui de permettre aux Sénégalais d'avoir une ouverture quant à leur avenir, quant à leur vécu, quant à la capitalisation de leur aventure. Mais nous sommes venus aussi apporter aux Sénégalais l'ensemble des propositions de l'État, l'ensemble des propositions des partenaires, mais aussi l'ensemble de leurs préoccupations en une seule fois, donc dans une seule structure. Et cela a fait donc que nous avons passé avec des Sénégalais du Maroc disciplinés, engagés, venus nombreux répondre 2 journées magnifiques. On a beaucoup appris de cette rencontre, surtout moi qui m'apprête à retourner au pays. Je suis là depuis les années 80 et jamais il n'y a eu d'initiative aussi importante pour les Sénégalais de l'extérieur. À l'issue d'échanges interactifs portés sur les droits des migrants, de leur entrée et de leur séjour, du financement entre autres, des recommandations ont été formulées. La question de l'immatriculation consulaire a été soulevée avec un appel fort pour que les Sénégalais puissent développer le réflexe d'aller s'immatriculer au consulat. La formation de formateurs dans le cadre du BASE pour faire de ces formateurs des relais dans les différentes provinces a été soulevée. Il a été appelé à une revitalisation et un développement de l'idée d'une souscription à une police d'assurance maladie et de rapatriement de corps. Un comité d'initiative et de suivi du forum sera mis en place. À court terme, il s'agira pour eux systématiquement d'identifier les membres de ce comité. Et le consulat a bien pris la responsabilité d'identifier les différents membres de ce comité de suivi parmi les membres de la communauté, les présidents d'associations, les daïras, pour qu'ensemble qu'ils puissent partager le rapport provisoire qui a été élaboré avec l'ensemble des recommandations. Ce qui permettrait de le légitimer davantage. Parce que dès lors que eux, qui constituent la cible, qui constituent les bénéficiaires de l'ensemble des initiatives de l'État du Sénégal en faveur de la diaspora, particulièrement ici au Maroc, si eux s'approprient déjà le contenu du rapport,
à travers le comité de suivi, ça va faciliter la mise en œuvre. Une mise en œuvre qui suscite plein d'espoir chez la diaspora sénégalaise au Maroc, surtout celle qui aspire au retour. D'ailleurs, pour l'édition 2020, le Forum de la diaspora prévoit de rentrer au pays. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur la RTS1.